Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le skipper Éric Defer à la tête de la plateforme scientifique Blue Observer quand il n'est pas en course. Le but de son entreprise, faire avancer la recherche et l'innovation grâce à l'océanographie à la voile. Iris est un bateau presque 100% décarboné, un véritable atout pour les missions en plus d'être bon pour la planète. L'opérateur maritime propose de nombreux services aux scientifiques afin de mieux comprendre et protéger l'écosystème marin. Après le succès de sa première mission en 2022, où l'équipe a déployé 95 flotteurs Argo, la prochaine expédition débutera fin 2023 autour de l'Afrique. En plus de son investissement pour Blue Observer, nous n'avons pas pu nous empêcher de poser quelques questions à Éric sur son métier de skipper et sa préparation aux plus grandes courses comme la Route du Rhum ou la Solitaire du Figaro. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Éric, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Plein Phare. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Blue Observer, s'il te plaît ? Bonjour à vous et merci de vous intéresser à nous. Donc je me présente, j'ai 46 ans, Éric Defer. Je suis marin à la base et entrepreneur depuis une dizaine d'années. Intéressé par tout ce qui est sciences de l'océan. Et donc, de rencontre en rencontre et d'amitié en amitié, j'en suis venu à créer, avec deux autres membres fondateurs, la société Blue Observer, qui a pour mission de décarboner l'océanographie, donc de décarboner les sciences de l'océan à travers des missions à la voile. Et comme tu es à l'origine du projet, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette idée ? Cette idée, elle s'est construite depuis 2016 et une rencontre avec un biologiste sur le plancton qui s'appelle Pierre Molot. De fil en aiguille, on a construit des premières missions. Donc en 2019, on avait construit une mission sur un bloom, une efflorescence de phytoplancton dans le golfe de Gascogne. Et puis ensuite est arrivée la pandémie et il se trouve que nos amis de chez Argo qui est donc un système mondial, je vous en parlerai après. Ouais, c'est les balises, c'est ça ? Sont effectivement les profileurs. Ok. Et donc avec un bureau JCOMOPS qui est basé à Brest, qui ont eu un certain nombre d'instruments sur lesquels ils étaient en retard de déploiement. Donc ils ont obtenu un budget, une valeur budgétaire pour lancer une grande mission. Et heureusement, ils avaient la volonté de la faire la plus décarbonée possible. Donc tu le disais, vous opérez en voilier pour décarboner l'océanographie. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du voilier Iris, qui a été racheté en 2021 ? Je crois qu'il détient le record du tour du monde à l'envers. Ouais, c'est un des plus beaux monocoques au monde. Rien que ça. C'est un bateau de légende. Il a été construit en 2000, dessiné par un architecte qui s'appelle Gilles Vaton, qui est un grand monsieur qui a dessiné beaucoup de bateaux de plaisance, qui vit à Marseille, mais originaire de Quimper, sur une commande du navigateur VDH, Jean-Luc Van Den Heede. Et dans l'objectif de faire le tour du monde à l'envers. À l'envers, ça veut dire contre les vents et courants dominants. Donc au lieu de commencer par l'Afrique du Sud, vous commencez par le Cap Horn, quoi. Et 2003, après une ou deux tentatives, il a réussi. Et il détient toujours le record en 122 jours. Donc c'est un bateau qui a été réfléchi pour des conditions extrêmes. Et ça, de faire le tour du monde à l'envers, ça implique une conception différente du bateau ? Ça implique un bateau qui va être assez raide à la mer et qui a des très bons coefficients de sécurité. D'accord. Coefficient de sécurité, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, à l'inverse d'un dériveur, qui va avoir un couple de rappel assez faible, donc, c'est-à-dire à la gîte, quoi. Notre bateau, il a un des couples de rappel, donc une rigidité à la mer parmi les bateaux les mieux conçus au monde. D'accord. Et pourquoi vous avez voulu ce bateau et pas un autre ? On cherchait de tous les cas des capacités d'emport importantes, parce qu'on avait beaucoup de matériel à déployer, un bateau qui nous apporte une autonomie en haute mer, et puis moi je viens de la course au large, je suis quelqu'un qui a fait un certain nombre de courses, je voulais naviguer à la voile, et je pense que c'était l'ambition de toute notre équipe. Et pour ça, il fallait un bateau qui ait peu de matériel dedans, tu vois. Donc ce bateau-là nous permettait justement, étant donné qu'il est quasiment vide, de juste mettre ce dont nous avions besoin. Et par exemple, si un jour vous allez le visiter, vous verrez qu'il y a très peu de cloisons et
Il n'y a pas une grande intimité dans ce bateau, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler au large, en haute mer, quoi. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce bateau, quelle est sa taille, est-ce que c'est un monocoque, un trimaran, combien de personnes peuvent être à bord en même temps, etc. C'est un monocoque en aluminium de 25 mètres avec 31 mètres de mât et 4,65 mètres sous la quille. Donc c'est un beau bébé. Ah, c'est un très très beau bébé. Il pèse 32 tonnes. Ouais. Donc nous, tout le sujet de l'avant-mission, ça a été de le transformer pour passer d'un bateau pour une seule personne. Entre-temps, il avait quand même appartenu à Maud Fontenoy, qui avait déjà mené quelques projets, qui était parti faire des films, ainsi de suite. Mais quand même, on a mené un gros chantier de transformation pour pouvoir vivre à bord, à 6, pendant des missions pendant plus de 30 jours de mer. Ça a nécessité des moyens d'autonomie en eau, des moyens de confort, de cuisine, de tout ça pour... Bien sûr, ouais. Le bateau n'est pas 100% décarboné, mais presque, puisqu'il consomme bien moins de gasoil que d'autres navires océanographiques traditionnels. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Bien, ça c'est la base même de notre projet, quoi. C'est-à-dire que nous, on part de voiliers, donc pour donner une ordre de comparaison, on a consommé sur 17 000 milles nautiques. 17 000 milles nautiques, c'est, pour ceux qui naviguent, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Le Vendée Globe, par exemple, Vendée, c'est 23 000 nautiques, tu vois. Donc c'est 2 tiers d'un tour du monde, quoi. Ouais. 2 tiers d'un tour du monde, on a consommé 700 litres de gasoil. Ce qui est dérisoire, vraiment, enfin dérisoire. C'est pas rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas grand-chose. Surtout qu'on était 6 à vivre à bord. Ouais. Donc il faut quand même de la lumière, il faut quand même un certain nombre de choses. Et donc on avait installé parallèlement 2 éoliennes, un hydrogénérateur, un moyen de générer de l'énergie à bord, et aussi bien pour le confort du bateau que pour la science, que pour les appareils qui étaient à bord et qui devaient fonctionner avec du courant. Tout ce qui peut aller dans le sens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre est vertueux. Et l'océanographie, où nous n'en sommes qu'une petite miette, une petite partie, ça va dans le bon sens. Après, ça reste à une échelle mondiale qui est... Parce que l'océanographie, on va dire traditionnelle, faite avec les bateaux type la Calypso du commandant Cousteau, c'est une activité qui est très polluante autrement ? Tout dépend de la taille du bateau, mais pour faire une mission comme on aurait fait nous, c'était de l'ordre de fois 100, ouais, au minimum, et ça dépend de la taille du bateau. Ouais. Mais effectivement, un bateau normal, il consomme rapidement. Je vous parle d'un petit bateau, hein, pas du pourquoi pas, hein, pas d'un bateau de plusieurs centaines de mètres. Ouais. Mais d'un bateau de 25-30 mètres, hein, qui peut avoir une source à la voile, qui peut être en plus être équipé de mât. Mais juste pour sa partie confort, science et ainsi de suite, nous, on a consommé les 700 litres, c'est ce qu'il consomme en une journée. Ah oui. Ah, effectivement, le ratio est... Le ratio est hyper important. Quels sont les services que vous proposez aux scientifiques ? Nous, on va pouvoir intervenir principalement sur tout ce qui est haute mer. Et après, les services sont assez variés, donc ça va des choses assez simples, c'est-à-dire déployage de matériel, mais on est aussi capable de proposer des services, une offre autour de tout ce qui va être microbiologie, donc plancton, donc collecte et conservation des échantillons. Donc ça, on parle de choses vivantes, hein. Le plancton, il faut savoir qu'on peut en avoir dans l'eau, mais qu'on en collecte aussi dans l'air. D'accord ? Le plancton, c'est tellement léger que par l'effet des crêtes, des vagues ou de l'évaporation, ça peut s'évaporer. Okay. Donc nous, on travaille aussi sur la partie aérosol du plancton, avec l'université de Clermont-Auvergne, entre autres, avec les Canadiens. On travaille avec donc le WOI et tous nos amis d'Argo, EuroArgo, Argo France, JCOMOPS, sur tout ce qui va être instrumentation, profileur. On travaille avec certains labos sur ce qui va être collecte de microplastiques, avec certaines ONG, observation de grands cétacés, certains départements de physique sur des mesures de température et de salinité de l'eau, donc soit de la surface, de l'eau de surface, mais aussi dans la colonne d'eau, donc sur une certaine profondeur, ou alors aussi en ce qui s'appelle le towing, en traînant en fait un instrument de mesure à une certaine vitesse, entre 3 et 500 mètres d'eau.
par exemple. Ok. Et combien de missions vous menez à peu près par an? Et comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce que vous les sélectionnez ou est-ce que vous prenez l'ensemble des missions qui vous sont confiées? En fait, on essaie de mutualiser un certain nombre de missions sur une même expédition D'accord. pour que on puisse amortir nos frais de structure Ouais. et nos frais de bateau. Et étant donné que les sciences de l'océan, c'est en termes budgétaires, hein, et pourtant, Dieu sait si c'est important, le parent pauvre de la science. Donc on fait appel aussi à des partenaires et des mécènes pour nous aider à financer les missions. Comme récemment, il y a la société Alludium de Toulouse d'ailleurs, qui nous a rejoints pour justement nous aider dans le financement des missions en haute mer. Et du coup, ça fait combien à peu près de missions par expédition? Ça fait entre 3 et 10, 11 missions. D'accord, oui, ça fait pas mal de missions. Et c'est des missions qui durent combien de temps à peu près en mer? Alors, en fait, ça dépend. Par exemple, on peut avoir une mission qui va être sur un segment. Par exemple, on dit que quand on est allé à Brest, il y avait une partie, c'était juste sur la partie Brest, États-Unis, Brest-Woodsole. Ensuite, à Sainte-Hélène, on a eu la chance d'être là en même temps qu'une équipe de scientifiques sur les requins-baleines. Ouais. Donc, c'était très ponctuel. On peut avoir des missions, soit tout au long de la mission, soit des choses beaucoup plus ponctuelles. Ok. Ou alors finir quelque chose, par exemple s'arrêter au Cap-Vert et là repartir sur un autre sujet. Est-ce qu'il y a déjà des demandes de missions que vous avez refusées? Oui, on les a refusées parce que soit des fois on n'a pas les capacités de le faire en termes d'instrumentation, c'est possible, il y a des choses on ne peut pas tout faire. Bien On sûr. ne peut pas mettre un ROV à l'eau par exemple, on ne peut pas mettre un sous-marin à l'eau. Et après, des fois c'est pas dans nos zones dans lesquelles le bateau est géographiquement. Donc si le bateau est en océan Indien et qu'on nous dit allez faire quelque chose au niveau du Groenland, Ça va être un peu compliqué, effectivement. c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on réfléchit aujourd'hui dans l'affrètement de bateaux pour essayer de justement combler ça et répondre à des besoins géographiques et amener, nous, notre expérience d'opérateur sur les moyens à la mer et sur la mise en place. Du coup, vous embarquez jamais de scientifiques clients, on va dire, lors de vos missions? Ça arrive. Ça arrive, hein? Oui. Par exemple, on peut avoir une mission d'1 mois autour de la Réunion et sur lequel il y a 2 scientifiques à bord ponctuellement pour cette mission-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les atouts de l'océanographie à la voile? Tu parlais tout à l'heure de l'observation des grands cétacés. Il me semble que le fait que ce soit à la voile rend ça plus silencieux et donc c'est plus facile de les observer. Oui, effectivement, tout ce qui va être grande faune, acoustique, t'as pas de bruit. Pareil sur les prélèvements de microbiologie, que ça soit aérosol ou dans l'eau. Ton moteur crache pas, t'as pas de fumée. Donc il y a un certain nombre d'avantages, et pour le confort de l'équipage aussi, tu vois. Nous, c'est vrai dans nos recrutements, on recrute des marins mixtes. L'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est un peu rustique et que t'as pas un niveau de confort très élevé à bord. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que tu vis des vraies expéditions à la voile. Et on le voit dans les marins qu'on recrute. Et donc, on recrute souvent des profils mixtes qui ont au moins 2 compétences, c'est-à-dire marin et biologiste, marin et médiaman, marin et cuisinier, marin et... Parce qu'effectivement, on n'est pas capable d'embarquer 50 personnes. Et donc, il faut que les gens ils aient plusieurs casquettes qui soient capables de faire différentes choses à bord. Ouais, parce que là, contrairement à un bateau à moteur, il y a beaucoup plus de tâches hommes à réaliser, notamment pour gréer, affaler les voiles, etc. Dans l'organisation du bord, tu passes à toutes les tâches. Ouais. T'imagines bien, sur 35 jours, il y a une mesure, quelque chose à faire la nuit. La personne dédiée, tu l'as vu faire depuis 15 jours, tu as bien compris la manip. La personne dédiée, elle a fini son quart. Parce que tout le monde fait les quarts en fait à bord. Tu vois, à 6, elle vient de finir son quart, elle vient de se mettre au lit, elle dort. Tu as eu les consignes, c'est précis. Donc tu peux te retrouver à certaines fois à faire la même chose que ce que doit faire ton collègue. Ouais. Donc c'est la vie à bord, la vie d'équipe, la vie humaine. C'est un vaste sujet dans des organisations comme la nôtre. Donc là, les marins doivent être quasiment autonomes sur l'ensemble des postes du bateau, enfin un Au poste de fur et à navigation. mesure, au fur et à mesure. Et puis tu imagines l'entente.
ce que ça nécessite en termes de sacrifice humain, de vie en collectivité. Il n'y a pas d'échappatoire, là tu t'enfermes pas, tu n'as pas de ta cabine. Et justement, en termes de management, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que déjà, 8 heures en entreprise, des fois c'est compliqué à gérer au niveau des relations interpersonnelles. Quand c'est 8 semaines enfermé dans une cabine qui doit faire, je sais pas, 10 mètres, 20 mètres carrés. Ouais, si, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Ouais. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on évite les tensions, les conflits Bah, heureusement déjà qu'on a tous la passion maritime, hein, et qu'on est déjà tous bien en mer. Tu vois, ça c'est un des grands points numéro 1. Et ensuite, on prend un risque à chaque grand départ, hein, parce qu'on ne sait pas comment on va se comporter. Tu vois, tu peux avoir, je sais pas, un problème de relation amoureuse, imagine, 3 semaines après, ou alors un décès, ou ainsi de suite. Donc par exemple, il y a un des points pour justement éviter toutes ces balances de cœur ou émotionnelles avec la Terre, qui eux sont dans un environnement temps complètement différent, tu le vois bien. Et nous, en mer, on est à des années-lumière de ça. Par exemple, il n'y avait que 2 échanges et c'était du courrier par semaine. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de WhatsApp, même si aujourd'hui tu as tes possibilités, ou ainsi de suite, ou de téléphonie, parce que sinon, c'est infernal. Ton conjoint, ta conjointe te dit « Non, mais là, j'ai un souci avec un tel. » Toi, tu es là, de merde, tu ne peux rien faire. Donc, il faut bien que ce qui est partagé par les proches, les couples, soit réfléchi, et tu vas pas aller donner de l'émotion tout de suite, alors que toi, tu es au milieu de l'Atlantique, et dans tous les cas, tu ne changeras rien au problème. Et inversement, tu vois. Et toi, se sentir coupable de ne pas être là. Et du coup, donc, on essaie de se préserver. Notre équipe et les missions sont les choses les plus importantes à préserver, tu vois. Il faut on se... Et donc, moins il y a des interactions extérieures, et plus on est à même de se préserver, de vivre le moment présent, d'être bien en mer avec la nature et de faire le travail pour quoi on est là, quoi. J'entendais plusieurs skippers, skippers de course pour le coup, parler de la nourriture sur le bateau, en disant que c'était à la fois un petit peu le côté réconfort quand ça allait pas trop, et par contre que c'était aussi sujet de tension quand on voyageait en équipage, parce que personne n'avait forcément les mêmes goûts. Comment ça se passe là? Alors, nos expériences, ça s'est bien passé. On a toujours tourné à la cuisine et on mangeait toujours tous ensemble. C'était un des points, bon, sauf exception, mais majoritairement, le repas, c'était un truc qu'on partageait ensemble, où on se retrouvait. Et donc, dans l'ensemble, on s'est vraiment bien fait à manger. On est des spécialistes du pain à la cocotte, tu vois. Par exemple, pendant les quarts de nuit, tu avais un quart qui pétrissait le pain, qui faisait la pâte. Ensuite, on le laissait lever et le quart du matin, le mettait à chauffer à la cocotte, quoi. Mais on a fait des brioches à la cocotte, on a fait des pains aux céréales à la cocotte, on a fait... Donc, ce qui permettait à ceux qui se levaient le matin d'avoir du pain frais. Tu vois, c'est hyper important. Donc la reconversion, c'est ouvrir un resto une fois que vous avez fini les opérations océanographiques. Ouais, mais cocotte, quoi. Tu vois, on est des spécialistes de la cocotte. Bon, c'est bon, on a déjà le nom du resto, du coup. On va parler de la première expédition de Blue Observer. Donc, ça consistait à renouveler 95 flotteurs du programme Argo et de collecter des échantillons pour des instituts scientifiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, nous dire comment ça s'est passé ? Alors, vous en dire plus. Bon, déjà, il faut savoir que le réseau Argo, coordonné par OceanOps et les laboratoires Argo et les Américains, qui financent à moitié ce système, hein, quand même. C'est une révolution de l'océanographie, parce qu'en fait, ils ont aujourd'hui un système de 4500 instruments de mesure autonomes qui leur délivrent de la donnée et qui travaillent quotidiennement. Donc ça a révolutionné le travail de l'océanographie sur la température et la salinité, mais du coup ça en dérive sur la courantologie et plein d'autres choses, pour les rapports du GIEC, mais pour votre bulletin météo de quotidien. C'est-à-dire que ça vient à 40%, si je ne dis pas de bêtises, construire votre bulletin météo. D'accord. Donc pour toute la communauté océanographique, océanographie physique, c'est un projet complètement génial. Donc nous, on a contribué à ça effectivement avec 95-97 instruments. Donc ça, c'est vraiment pour une branche, ça a un côté très international. Tout le monde s'en sert, c'est de l'open source. Et ensuite, tout ce qui est microbiologie, là, ça rentrait plus dans le cadre d'études canadiennes, franco-canadiennes, avec de l'université de Clermont-Auvergne, Pierre Amato, diverses choses, un peu avec l'Ifremer sur la mesure de surface aussi, Thierry Reynaud. Et là, c'est plus ponctuel.
tu vois. Donc disons que le système Argo, c'est quelque chose d'international qui n'a pas de limite de temps. C'est de la donnée qui arrive tout le temps, tout le monde s'en sert. Et les autres, c'est des études plus ponctuelles sur une donnée de temps et avec des publications. Et je crois que la prochaine expédition doit se faire au large de l'Afrique. Quels sont les objectifs et où est-ce que ça va se passer exactement ? Alors on construit une mission en océan Indien, avec là pour le coup de nombreux acteurs de la communauté scientifique, mais aussi des ONG et bien sûr toujours nos partenaires sponsors qui nous aident dans le cofinancement des missions et avec des ambitions assez fortes parce que c'est de travailler au minimum 6 mois là-bas. Et là ça balaye un champ assez large avec les grands cétacés, avec toujours tout ce qui va être microbiologie, plancton, avec larves de poisson, avec de l'instrumentation de mesure, microplastique. L'idée, c'est de réussir à combiner tout ça et d'optimiser le temps le mieux possible, sachant qu'on est quand même en mer, donc il y a des contraintes, quoi. Bien sûr, ouais. Et pourquoi 6 mois? Ça fait pas un petit peu long? Alors, c'est pas 6 mois de mer, c'est 6 mois à la suite, en fait. C'est ce que je vous disais au début, si tu veux découper par différents labos. Donc, par exemple, tu as un labo qui affrète 3 semaines le bateau. Ensuite, tu en as un qui le affrète 15 jours pour une autre mission. Ensuite, peut-être qu'il est possible qu'on traverse tout l'océan Indien pour faire de l'échantillonnage. Donc là, tu vois, ça peut prendre 1 mois et demi. Et ensuite, il faut rentrer, ainsi de suite. Mais par contre, du coup, c'est 6 mois de déplacement. C'est au minimum 6 mois de déplacement. Et puis, pour amortir nos coûts, de toute manière, pour envoyer un bateau là-bas, quand tu vois ce que ça coûte de passer le canal de Suez, de faire le convoyage, il faut déjà, tu vois, pouvoir ce coût-là le répercuter dans l'exploitation du navire après. Bien sûr, oui. En parlant de coûts, pour financer cette expédition, vous avez mis en place une campagne de financement participatif qui était un succès puisque vous avez récolté 46 000 € sur les 40 000 demandés. Quels sont les arguments qui ont convaincu les participants de vous financer ? Je pense que ce qui a convaincu, c'est principalement qu'on s'intéresse à un sujet global qui touche tout le monde. Tu vois, la santé de l'océan, c'est quelque chose qui impacte. Que tu vives au bord de la mer ou à Saint-Gervais, là-haut, t'es touché. Et il y a quelque chose peut-être un peu de vertueux dans les valeurs qu'on essaie de transmettre, en tout cas dans l'approche qu'on a du travail, de ce qu'on veut en faire. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de CV de jeunes, tu vois, qui aujourd'hui on voit que l'approche du travail, il faut qu'elle ait un certain sens, et donc que ça soit chez les scientifiques ou chez les marins, c'est des projets qui reçoivent un écho positif. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'on a le soutien d'une communauté. Tu disais que l'océan, ça touchait tout le monde, donc de Saint-Gervais au bord de la mer, ce qui est vrai aujourd'hui. Par contre, c'est assez récent, non ? Comme intérêt, j'ai l'impression qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, la pollution des océans, on n'en parlait pas tant que ça. Les plastiques dans l'océan, mis à part les scientifiques ou les spécialistes, il n'y avait pas grand monde qui en parlait ou qui en avait quelque chose à faire. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou est-ce que il y a vraiment une évolution, une révolution là-dedans ? Ouais, ça a clairement évolué. Je pense que c'est la prise de conscience générale, nous-mêmes en tant que citoyens, qu'on s'y intéresse ou pas. Aujourd'hui, le sujet est quand même traité régulièrement, plus ou moins bien, par les médias. Et donc, à un moment, le sujet nous arrive, qu'on s'y intéresse ou pas, et que ça soit les problèmes de crème solaire dans l'océan, qui sont des sources de pollution pour les plastiques, l'état de santé général. Donc, il y a eu de plus en plus d'acteurs aussi de la société civile, que ce soit d'autres marins. Oui, c'est vrai que les marins ont beaucoup contribué effectivement à cette image-là. Ouais. Voilà, et qui se sont investis, qui ont pris la parole, qui ont témoigné. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes assos qui se créent ou de jeunes projets étudiants pour aller faire une mission à gauche, à droite, mettre en place quelque chose. Et c'est bien. Après, on a l'impression que c'est beaucoup parce qu'on est dans le milieu. Mais à l'échelle mondiale, ça reste quand même... Parce qu'on habite en France et que on a la chance d'être sensibilisé, d'avoir... je veux dire, c'est des choses dont on peut se préoccuper. Ouais. Je pense qu'un Philippin de notre âge, un jeune Philippin, alors s'il y en a des gens qui bougent aux Philippines et dans d'autres endroits, mais ils ont peut-être d'autres choses à gérer avant de s'intéresser au problème des pollutions plastiques, quoi. Bien sûr, oui. Vous proposez également l'accompagnement à la création de start-up d'innovation liées à l'économie bleue. En quoi ça consiste ? Alors, on essaie de faire bénéficier de notre expérience et de nos connaissances, un domaine encore assez jeune, parce qu'on estime que
plus on sera nombreux, plus on sera fort, et que on n'est pas dans une notion de protectionnisme du marché, de l'économie bleue, si on peut appeler ça un marché, même si on pense que c'est plus quelque chose de vertueux, et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'acteurs, associations, entreprises, et que on doit tous se parler, faire bénéficier les uns les autres. Moi j'ai 46 ans, et dans les associés, il y a des associés qui ont des expériences entrepreneuriales, on a des spécialistes du droit, on a des scientifiques, on a des gens qui ont plein de connaissances. Si demain on peut aider des jeunes ou des moins jeunes à justement co-construire des projets, on trouve ça bien plus intéressant que d'essayer juste de faire vivre Blue Observer. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les startups que vous avez déjà soutenues ? Alors les startups, je parlerai plutôt de projets, parce qu'une startup, c'est quelque chose qui va te présenter une échelle de valeur, quelque chose qui va te présenter un business plan. Aujourd'hui, quand on reçoit des jeunes, ils n'ont pas forcément un business plan. Tu vois, ils ont des idées, des volontés, des choses pour faire, et on se rend compte que le modèle économique, comme on le connaît, il est variable. Et donc, le statut n'est pas toujours défini. Peut-être que demain, ils en feront un vrai business. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un vrai business. Donc, aujourd'hui, on a conseillé des jeunes. Sur des projets, sur des bateaux. Tu vois, que ça peut être l'aspect maritime, l'aspect scientifique, dans le partage de nos connaissances, de notre réseau, de mise en relation. Mais on n'a pas pris sous notre aile comme une start-up qui aurait un business d'échelle croissant à 10 ans. Quand on avait rencontré Erwan Lemené d'Écoterie, il nous avait dit que la meilleure manière de faire progresser l'écologie, c'était de le transformer en business, et en business très rentable. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, le business très rentable, pourquoi pas, bien sûr. Encore une fois, je pense qu'effectivement, il y a vraiment de très belles choses à faire sur l'océan, tu vois. Restaurer des mangroves, restaurer des herbiers. Après, il ne faut pas se tromper de sujet, de projet et de combat. Et pourquoi on le fait ? Et moi, je suis à fond pour gagner de l'argent et en vivre et ainsi de suite. Mais je suis aussi pour en redistribuer. Par exemple, dans nos statuts, on est une SAS à raison d'être. Un certain pourcentage de nos résultats, on les reverse aux associations. Et je pense que c'est bien de gagner de l'argent, et que de toute manière, il faut en gagner. Sinon, il n'y a pas d'existence de la structure, d'existence des associés, les gens ne font pas confiance. Mais je pense que c'est bien aussi d'en redistribuer à des projets qui sont sur un modèle économique peut-être moins vertueux. Mhm. Enfin, je parle de l'économie pure. Bien sûr, oui. Mais par contre, qui vont avoir des impacts en termes d'écologie hyper positifs. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, Éric Defer, on n'a plus le choix que de transformer notre modèle d'hier. Ouais. Alors, pour être complet sur les propos d'Erwan et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'était effectivement de rentabiliser l'écologie pour donner les moyens d'agir aux entreprises et qu'on ait des résultats qui soient meilleurs et plus rapides. Pour aller un petit peu plus loin, en mars, vous avez sorti le documentaire Le Défi d'Iris. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez décidé de documenter les coulisses de l'aventure et de la transformation du voilier ? Est-ce que c'est pour encourager le grand public à s'impliquer aussi davantage dans la prise de conscience et dans la protection de l'océan ? Exactement, ouais. On est convaincu que c'est à travers la diffusion d'émotions et un peu de rêve, parce que les voyages à la voile, c'est un côté rêve, que nous, à notre échelle, on va pouvoir sensibiliser, toucher. Et ça paraissait important de témoigner. Tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller en haute mer, de pouvoir admirer, regarder, vivre sous les étoiles une nuit, passer 2 heures, 3 heures en pleine nuit sous les étoiles vers Yvres-un-Quart. Et donc c'est ça, c'est le témoignage d'une mission, de la vie, de vivre là en haute mer, d'observer, des changements aussi, mais des changements à l'échelle de personnes, quoi. Donc ça nous a semblé important de mettre ça en œuvre. Et du coup, toi, tu as commencé comme skipper de course. Tu es parti vers l'océanographie un petit peu après.
Quelle est ton expérience la plus marquante vécue en mer? Alors, la plus marquante, l'expérience Blue Observer m'a apporté toute la partie gestion d'équipe avec des objectifs qui étaient plus... C'était toujours de la performance, comme la course au large, mais de la performance par rapport à ce qu'attendait un client, à savoir de déployer de l'instrumentation et de la prise de mesure. Mmh. Donc ça a été une très belle et aussi dur, c'est dur de vivre comme ça, les uns sur les autres, sans relève, pendant plus de 100 jours quand même. C'est dur. Donc voilà, ça a été, en tout cas c'est la dernière en date, et elle a été marquante pour ces faits-là, et elle m'a apporté ce que je ne l'avais jamais vécu précédemment, ce côté vivre ensemble, 2 filles, 4 gars, avec un objectif et des attentes clients. Comme on l'a dit, donc tu es également un skipper réputé, donc qui a fait notamment 3 solitaires du Figaro, une route du Rhum, etc. Quelles sont les compétences à posséder pour réussir dans des courses comme celle-là, selon toi? La première, quand tu as 18 ans, déjà, c'est la confiance en toi. Tu vois, il faut que tu aies confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu transmets pas la confiance aux autres. Et donc, tu convaincs pas un partenaire de te suivre, un chantier de te vendre un bateau ou ainsi de suite. Donc vraiment, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est déjà croyez en vous. Ne tenez pas compte du regard des autres. Faites valoir vos valeurs. Et déjà, avec la confiance en soi dans la vie, je trouve que peut déplacer des murs, quoi. Ouais, puis quand tu te retrouves en plein milieu de l'océan, tout seul sur ton bateau, vaut mieux que tu aies un petit peu confiance en toi et en tes capacités quand même. Ouais, c'est sûr. Et encore tout seul, je te dirais que c'est pas le plus compliqué. Mais en équipage, tu vois, où là, tu as effectivement des options divergentes. Ouais. Et ben là, il faut à un moment que tu fasses valoir ce que toi tu crois, que ça soit des fois des erreurs en plus. Hein. Donc la confiance en soi, c'est pour moi une pierre angulaire. Ça se construit tout au long de la vie. Hein. Mais pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est un point commun. Tu as toujours le droit au doute, mais... Quelle est ta préparation physique et mentale avant une course? Alors, du foncier, beaucoup de cardio, du musculaire, pour ce qui est la préparation physique. Et la préparation mentale, elle a été faite différemment au fur et à mesure des courses et des besoins. C'est vrai que les besoins que j'avais à 22 ans ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai maintenant. Je vais peut-être aujourd'hui rechercher plus une approche dans la respiration ou dans la partie... de méditation, qu'à 22 ans, je me rapprochais plus de personnes qui avaient fait des exploits ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une évolution de la personne et du coup du besoin tout au long de la vie. Comment est-ce que l'expérience de la course en solitaire se compare à celle de la course en équipage? C'est quoi les plus grandes différences? Le solitaire, c'est simple. C'est simple à mettre en place. Tu penses à toi, tu vois. C'est quelque chose de très personnel, la course en solitaire. De très chouette, hein, parce que tu vis des moments... mais tu partages ponctuellement aujourd'hui un peu avec avec ta communauté, tes sponsors. Alors que la course en équipage, c'est une vie d'équipe, quoi. C'est une vie comme on vit à la maison, c'est une vie de tous les jours, mais en plus on te rajoute des contraintes, des éléments extérieurs, des petits volumes de vie, pas de confort, pas d'intimité. T'as plein d'autres choses à prendre en compte, beaucoup plus qu'en solitaire. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. On va terminer avec les 3 questions traditionnelles de plein phare. Et la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne? Mon endroit préféré en Bretagne? Mon endroit de cœur, quoi. C'est ça. Le Pays Bigoudin. Le Pays Bigoudin. Ouais. Et pourquoi cet endroit-là en particulier? T'es originaire de là-bas? Ouais, et ça résonne en moi, tu vois, comme un bien-être. Moi, j'arrive à Pont-l'Abbé, tu vois, par exemple, après une semaine de travail, j'ai bougé à gauche, à droite. Avant d'arriver chez moi, j'arrive à Pont-l'Abbé. Rien que de passer dans Pont-l'Abbé, déjà, je sens un bien-être fondamental, quoi. C'est physique. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton? Manger des crêpes et des queens. Et naviguer peut-être, ça fait bien un peu de breton, navigation, ça. ouais, quand même. Ouais. Les balades en bord de mer. Et quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne? Quelle est l'entreprise qui t'inspire? Je vais mettre l'honneur aux femmes. Alors, je vais en mettre 3.
parce que je pense toutes les trois différemment, elles le méritent. La première, c'est ma compagne qui est aussi associée chez Blue Observer avec l'agence de presse Rond Vert, qui s'engage vachement justement pour mettre en avant et communiquer auprès des médias, des entreprises à mission, ou tu vois, qui veulent vraiment faire changer les choses. Et donc, que ça soit la filière Bois-Bretagne, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. La seconde, c'est une entreprise avec qui on est assez proche. Et d'ailleurs, quand on propose notre conférence film documentaire, ensuite on fait une masterclass avec Nolwenn Gourmelon de la société Ancrage, parce que j'adore cette approche qu'elle a et cette conviction, cette foi d'aller porter ce message de la RSE auprès des sociétés qui sont tout au début de l'apprentissage, quoi. Et je pense qu'il faut une résilience énorme et une vraie confiance en soi, pour le coup, pour être capable de parler de choses compliquées de manière simple. Ouais. Et ensuite, la dernière, parce que je trouve qu'elle a un vrai message et qu'elle a un courage important, c'est Marie-Laure Jarry de la biscuiterie Le Goff, et qui va mettre sur ses paquets de gâteaux sur l'impact planète, sur ses paquets de biscuits secs, salés, sucrés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle a la voix, elle a la manière, la force de dire des choses qu'on ne dit pas dans ce milieu-là. Et pour ça, j'ai un profond respect pour elle. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu pourrais nous rappeler l'adresse du site Blue Observer ? Oui, blue-observer.com. Super. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si nos auditeurs ont envie de te poser des questions, par exemple ? Oui, bien sûr. LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, je crois. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Je vous en prie. Un grand merci à Eric Defer de nous avoir exposé les missions et les valeurs de Blue Observer. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Eric, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.